Dans ce tout premier épisode, HCS reçoit Juan Massénia. Rencontre, Parcours, histoire, héritage, transmission, influence, tendance, mode, style, savoir-faire. Bonjour, je vais vous parler de trafic d'influence. Il nous parlera de son parcours et de son rapport à la mode, à la croisée entre consommateurs, vendeurs et contemplateurs. On plonge avec lui aujourd'hui dans ses inspirations, ses découvertes et ses influences. Moi j'ai un style, peut-être c'est lié à l'âge, arrivé à 50 bougies, on commence à ne plus trop accepter d'être un homme sandwich, même si on aime bien revendiquer quand même quelques petits codes, tu vois, Adidas, un jour Adidas toujours. Il y a aussi le côté revanchard, franchouillard, et puis la fierté à une époque d'avoir vu des Américains brandir haut et revendiquer fort la marque Adidas. On était des petits Français, tout d'un coup, le fait d'être Français, c'est plus une tare. Donc ouais, Adidas. Mais sinon, je prime la qualité maintenant, parce que la qualité, il fut une époque, et il y a un âge où c'est pas un critère. On veut être comme les autres, on veut être dans la tendance, on veut être dans le mouvement. Donc aujourd'hui, la qualité, c'est lorsque les produits sont bien finis, essayer autant que faire se peut d'acheter et de participer économiquement au développement de petites marques, ou des marques qui ont des histoires, comme la tienne, Hardcore Session. On sait que derrière, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, je t'ai parlé d'Adidas. Adidas, pour moi, c'est la première fois que j'ai eu un sentiment de fierté à mon petit niveau de jeune, d'ado, d'être français, quoi. Je vois les mecs Run DMC mettre du Adidas. J'hallucine. Eh bien, Hardcore Session, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a derrière la marque ? Parce que bon, la démarche est importante. Choisir des produits de qualité, vouloir faire de la qualité. Mais ce qui est surtout très important, c'est d'y associer un discours, une idéologie. Donc, voilà, j'essaye de trouver des trucs qui sont parfois des basiques, extrêmement simples et épurés, mais qui racontent une histoire. Et très souvent, c'est l'alliance entre la qualité, la démarche donc, vouloir faire des choses de qualité, qui transcendent les tendances, les modes, etc. Et en même temps, vouloir raconter une histoire derrière. Donc pour moi, c'est l'histoire et la démarche qui priment sur la tendance du moment, quoi. Alors c'est vrai que parfois on est à côté de la plaque, quoi, mais il faut savoir quelle plaque. L'arrivée d'une culture jeune, fin 70, début 80, qui nous percute. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. C'est un certain style, une mode qui vient d'Amérique. Puis tout le monde aime ça aussi, la sophistication des pompes, des chaussures. Celle-là, je l'ai payée en 300 francs, pardon. J'en ai 4 paires, ouais. même quand on Quand drague. tu regardes, c'est tout de suite, on va regarder tes pompes. Donc là, c'est juste une période où je me laisse porter, puis je suis observateur de ce qui se passe également, et consommateur. Le hip-hop ou bon, le rap, je sais pas comment vous l'appelez, moi je parle du hip-hop, il a évolué en fonction de la vie, quoi. C'est plus dur, c'est plus hardcore, c'est plus... et la rue, c'est le reflet de tout ça, quoi. Là, je suis en train de marquer mon tag et je suis en train de marquer 93 NTM, là. Asphyxiant le préjugé car noir ou blanc. Notre avance est une offense. Car je me nourris de l'infamie musicale qui règne sur la capitale. En direct de Saint-Denis. Et puis ensuite, le sentiment d'être arrivé au bout d'une zone de confort qui était l'école. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est arrivé au bout ? Eh bien, on reste dehors. Et dehors, il se passe plein de choses. Il y a de la culture. Et puis, je suis passionné de musique. Et ça, c'est un héritage familial. Tout le monde dans la famille est plus ou moins dans la musique. Cette musique m'amène ici et là à rencontrer des gens, je suis influencé par ce qui se passe au début des années 80, des lieux, des styles, des modes, une façon de parler, une façon de bouger, une façon de regarder l'avenir et la société de demain.
Donc voilà, je suis juste un acteur, observateur, contemplatif de tout ça. Et puis à un moment, à force d'être dans la musique, j'ai l'opportunité de, comment dirais-je, d'être dans la culture hip-hop également, et d'être dans la musique, j'ai des opportunités, c'est-à-dire de commencer à réfléchir à ce que l'on est, ce qu'on fait. Et puis ensuite, on me fait confiance en m'octroyant une émission de radio, ce que j'avais toujours rêvé faire. À l'époque, je traînais à Nova, je regardais la façon dont les choses se faisaient, mais moi, je m'étais entendu dire un jour, mais tu sais, t'es pas trop con, t'es con mais pas trop. Donc si tu veux un jour, peut-être tu pourrais être journaliste chez nous. Puis la chose ne s'est malheureusement pas faite. Et une autre radio m'a donné ma chance. Et petit à petit, j'ai appris un métier que je ne connaissais pas lorsque j'étais gamin. Enfin, je savais que ça existait, je savais qu'on pouvait être journaliste, mais je ne pensais pas que nous pourrions un jour envisager d'être journaliste. Et au fur et à mesure, j'ai appris mon boulot. Ça fait 25 ans maintenant, 20 ans. On va dire qu'aujourd'hui, je suis journaliste, producteur, télé, radio, etc. Voilà. Bonjour, je me présente, Juan Massénia. Juan, avec votre mètre 90, vous pourriez défiler. D'ailleurs, vous êtes sensible à la mode, là, je vois un petit beige. Absolument. Aujourd'hui, ce que je perçois dans la mode, c'est surtout, on compose. C'est-à-dire qu'on prend des éléments qui, dans l'absolu, étaient strictement attribués ou réservés ou adoubés par une tribu, et on mélange tout. Ce que je veux dire, c'est que la mode a réussi à conjuguer différentes influences. Tu peux très bien avoir un perfecto de rockers à l'époque qui écoutait Téléphone, Trust, etc., avec des pompes qui étaient réservées à la tribu hip-hop, avec un sac qui était réservé à la tribu skater, avec des badges qui étaient réservés aux Rasta. Aujourd'hui, en fait, la mode repose non plus sur l'appartenance à une tribu, mais la création d'une nouvelle tribu qui, elle, en fait, embrasse tout. Et la différence, je pense, par rapport à autrefois, c'est que le style était le fruit d'un courant de pensée, d'une idéologie, d'un discours, d'un positionnement et d'un regard sur la société. T'étais pour, contre, t'étais bon, peu importe. T'avais tes mocassins Weston ou tes mocassins college avec ton petit pantalon, etc. Bon, t'étais plus comme ça. Aujourd'hui, l'image n'est plus le fruit d'une réflexion. C'est-à-dire qu'on additionne, on associe un petit peu tout et on en oublie le discours. Et la grosse différence entre aujourd'hui et il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années, c'est que le style correspondait à une façon de penser, à un positionnement dans la société. Aujourd'hui, le style, c'est un patchwork, c'est un mélange, et j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de laisser germer le discours et l'idéologie qui porte cette image-là, qui nourrit cette image-là, c'est la grande différence. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, on peut très bien s'habiller sans vouloir absolument revendiquer quoi que ce soit, alors qu'à l'époque, ton style correspondait à ton rôle ou à ton regard de la société. Fin des années 80, je crois que c'était en 88, il y a Public Enemy qui vient en concert à Paris. Et le lendemain, je pars avec eux, je me lie d'amitié, bref, je te la fais courte. Le lendemain, je pars avec eux, ils font un concert à Londres. Et à Londres, bref, la vie fait que finalement, je reviens pas. Et là-bas, je découvre, il faut manger, donc il faut que je taffe. Et je découvre que le business de la culture hip-hop, que ce soit la musique ou le vêtement, c'est professionnel là-bas. C'est un truc qui est cadré, géré. Alors chez nous, à l'époque, on a 2 boutiques. On a Ticaret, qui a une approche très artisanale, et on a une autre boutique derrière le Palace, Surf Factory, exactement. Et en marque, à l'époque, il y a Laurent Raffos avec Hybride. Mais bon, voilà, c'est à mi-chemin entre le skate, la culture hip-hop. Donc je reviens ici, et puis je vois que tout le monde est en demande. Je connais un peu les fournisseurs, je suis allé à New York. Donc je décide de faire des valises.
Partir aux États-Unis, acheter, puis revenir et bicrave. Voilà. Au début, la boîte d'import-export qu'on monte, parce qu'au bout d'un moment, à force de faire des valises, évidemment, on se fait serrer et on paye une amende. Et donc, on se fait serrer, on est obligé d'avoir un statut officiel, donc on monte une société. C'est la première fois, on n'a jamais monté de boîte. Et avec mon petit pote avec qui je suis monté de banlieue, on monte ça. Et au début, c'est de l'import-export de disques et de musique, parce que nous, on est vraiment là-dedans. Et on voit quelques magasins de disques qui sont en demande, et moi, j'ai les contacts à New York. Et on se rend compte, au bout d'un moment, que quand, je crois que c'était The Chronic de Dr. Dre, ou un truc comme ça, sort, il y avait des t-shirts The Chronic qui se vendaient mieux que les disques. Donc on se dit, on vend plus facilement du textile que des disques, on paye plus facilement nos loyers avec le textile qu'avec les disques, donc eh bien on va continuer dans le textile. Et au fur et à mesure, on a eu des contacts aux États-Unis, et puis de fur et à mesure on a ramené des marques. Alors au début c'était pas des marques de hip-hop, c'était des marques qu'on mettait dans la culture hip-hop. Et puis petit à petit, les marques ont émergé, des marques vraiment estampillées, fabriquées par des acteurs de la scène. Il y avait Tribal, il y avait Rude Boy, Tom to Bottom, Triple Five Soul, il y avait Subwar, absolument, de Stash, il y avait JFS, de Futura, Gerb et Stash, il y avait Rude Boy, il y avait Morphiconograph, il y avait PNB Nation, il y avait Fucked, il y avait Hayes, Eric Hayes. Voilà, au bout d'un moment, on a eu un catalogue assez large de ce qui se faisait en termes de mode aux États-Unis, puis on a importé tout ça. Ah ouais, l'histoire de la Clark. The Clark's desert boot, never the last, always the first, forever original, then, now, always. Quand j'étais gamin, c'était les pompes que mettaient mon père, son entourage, mes oncles dans les années 70. C'était comme les Kangol, c'était les petites marques qui étaient prisées, très prisées par la communauté antillaise. Et effectivement, un jour, je crois que c'est début 90, je suis chez un ami aux États-Unis qui était styliste pour le magazine Vibe. Donc ouais, on est à Los Angeles, et puis bon, à l'époque, je croise les mecs de Tribal, Cypress Hill, etc. On fait des teufs, et puis mon pote Franck, qui est bien implanté là-bas, il nous emmène à droite à gauche, et il fait un shooting, donc il va faire ses achats, son shopping à droite à gauche, et dans son shooting, il trouve une paire de Clarks. J'ai découvert cette paire de pompes, je rentre en France, j'essaye de savoir où je peux les trouver. Finalement, j'apprends par le biais d'un pro de la chaussure que Clark ne fait pas ce modèle-là, mais que l'usine qui fabrique les chaussures, je crois qu'il se trouvait en Irlande, elle continue à fabriquer sans marque ce type de chaussures. Bref, de fil en aiguille, je contacte Clark, les gars ils me proposent une paire que tout le monde connaît, la fameuse Clark. Puis je lui dis non, mais moi je veux celle-là, la Wallabies. Et il me dit ah mais non, la Wallabies on la fait pas en France, etc. etc. Bref, je crois qu'une saison ou deux plus tard, il revient me voir. En plus on avait un atome crochu tous les deux, c'est qu'on aimait la bécane de cross. Donc on parle, le mec aime la moto, etc. Et il me dit écoute, je vais essayer de me débrouiller pour t'en avoir des paires. Donc j'en parle à mon associé à l'époque, finalement on obtient un gain de cause. Et on se retrouve avec ces pompes dans la boutique, et c'est très étonnant parce que la sélection se fait naturellement. Il y a des gens qui détestent cette pompe, et d'autres qui arrivent et qui ne cherchent même pas à comprendre qu'ils l'achètent tout de suite. Et on se retrouve une ou deux saisons à être les seuls à débiter ces chaussures. Clark ne comprend pas, ils disent mais pourquoi ils prennent ces pompes-là, personne n'en veut de ces pompes. Et finalement le truc explose, et puis on se retrouve à retrouver la Wallabies et la Desert Boots et d'autres chaussures copiées par André, Bata, et puis après ça pète le score et on arrête de les vendre, nous, au moment où, comme d'habitude, au moment où il faut faire de l'oseille, nous on tourne le dos au truc et on va chercher un autre Graal, si possible. Voilà. Je pense pas qu'il y ait un vêtement streetwear. Et c'est là où je trouve que beaucoup de marques se trompent en essayant de vouloir absolument faire du copier-coller. Tu as un article qui est identifié comme étant streetwear urbain, et les marques chic, je pense qu'il y a le style. C'est la façon dont on associe qui fait le style. C'est pas le vêtement lui-même. Je veux dire, une paire de
Une paire de chaussures en elle-même, le fabricant, les Stan Smith, il s'est pas dit je vais créer une paire de baskets streetwear ou urbaine. C'est avec quoi on associe la chose. Et aujourd'hui, les marques, en voulant absolument coller et être associées à la culture urbaine, au streetwear, etc., fabriquent un produit urbain ou dit urbain. Les tendances, elles ne sont pas dans le vêtement, mais elles sont dans la façon dont tu associes les différents courants et les différents vêtements. Donc on aura beau essayer tout ce qu'on veut, essayer de calquer la rue. Tu sais, c'est comme si tu veux recopier un morceau de musique, tu le samples, mais ça reste qu'un sample. Mais aujourd'hui, pour moi, Hardcore Session, et voilà, c'est, je sais pas si c'est un triptyque, l'image, le multimédia et l'idéologie portée par un vêtement. Et je pense que c'est demain ce que rechercheront à travers la planète les jeunes générations. Faut qu'il y ait une histoire derrière. Faut qu'il y ait une histoire. Et Hardcore Session a une histoire et notre culture a une histoire. Donc à charge Hardcore Session de la transmettre à travers un t-shirt, un pull en cachemire. J'aime bien le cachemire. Ou une veste des plus sobres. Ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est qu'avant, les tribus, elles se faisaient sur des critères géographiques. La proximité, fallait venir à Paris, on savait dans quel coin aller. Aujourd'hui, la tribu, elle peut se faire aux quatre coins de la planète. Tu peux être en Polynésie, tu peux être en Amérique du Sud, tu peux être en Mongolie, tu peux être Hardcore Session. Ça, c'est bien quand même. Surtout, c'est que je trouve que ce logo transpire l'état d'esprit dans lequel on était. Hardcore, fallait être hardcore. Donc la rue nous irriguait et le résumé ou en bout de course, c'était ça. Fallait être hardcore, il fallait... Et je pense qu'il faut toujours être hardcore. Hardcore Session. Une époque, une envie qui était la tienne et qui était partagée par un très grand nombre d'entre nous. Paris, le 18e, Hardcore Session. Ce premier épisode a été enregistré fin 2017 avec Juan Massénia. Voix de présentation, montage Anna Fino. Mixage Jeff Soul. Trafic d'influence est un podcast présenté par Belka. Merci à Planète Sono, notre partenaire technique.